Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart l'émission. Très heureuse de vous retrouver ce soir avec un programme chargé. Comme tous les vendredis soirs, on va s'attarder un peu longuement sur le phénomène de la grande démission parce qu'on a vraiment tout entendu sur ce sujet et moi j'aimerais essayer d'y voir un peu plus clair et savoir dans quelle mesure est-ce que les entreprises vont devoir changer leur façon de travailler, réorganiser même le travail au sein des organisations. On fera le point là-dessus avec Arnaud de Malocène de chez Boson Project et Vincent Meyer qui est enseignant-chercheur à l'EM Lyon. On ira ensuite à la découverte du groupe Edmond Rothschild Héritage qui réunit les arts de vivre du groupe et on parlera ensemble d'excellence à la française. Vous verrez, c'est passionnant. Et puis, on va aussi s'intéresser à un nouveau venu dans la pub, c'est Netflix. Netflix qui a ouvert la publicité aux annonceurs. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? On en parlera avec le patron de l'Union des marques. Et puis, on terminera avec un sujet qui, vous le savez, me tient beaucoup à cœur, l'investissement féminin dans l'économie réelle. On en parlera avec Catherine Aboninck, la vice-présidente de Femmes Business Angel, qui prépare pour lundi un grand événement autour de ce thème, événement dont Bismart est évidemment partenaire. Voilà, c'est Bismart l'émission. On commence tout de suite. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud de Malocène, directeur du développement chez The Boson Project. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Et votre invité du mois, Vincent Meyer, enseignant-chercheur à l'EM Normandie. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Arnaud, je suis très surprise. D'habitude, vous venez avec un chef d'entreprise. Oui. Et là, vous m'amenez un enseignant-chercheur sur le sujet de la grande démission. Qu'est-ce qui se passe? Elle vous inquiète, cette grande démission? Elle m'inquiète. En tout cas, elle me questionne dans les angles qu'on peut en voir dans les médias, où il y a beaucoup de choses qui sont assez stéréotypées. On compare des marchés qui parfois ne sont pas comparables, mais il y a quand même un phénomène qui est en train de se passer. Je trouvais intéressant de prendre un pas de recul. On a des dirigeants habituellement, effectivement, mais qui ont vraiment la tête dans le guidon, qui pour beaucoup, on vient de sortir une enquête qui s'appelle Le Monde d'après aura bien lieu, où les dirigeants nous confient justement qu'ils ont du mal à voir à long terme, à analyser ce phénomène-là, très pris dans leurs contraintes. Et donc, je trouvais intéressant d'avoir Vincent qui, lui, justement, n'est pas directement dans l'action, mais a un regard très concret sur ce qui est en train de se passer, appuyé sur des données, sur des entretiens, sur un certain nombre de choses qui permettent de prendre un peu la réalité en compte et puis de dessiner aussi quels sont les vrais sujets qu'il y a derrière, la grande démission, etc. C'est un peu des punchlines qu'on peut voir à droite à gauche. Qu'est-ce qu'il y a derrière et comment on réagit en tant qu'entreprise? Est-ce qu'on perd son temps et son argent dans des chantiers qui peuvent être certes un sentiment d'action comme du marketing RH ou ce genre de choses-là, ou est-ce qu'on essaie de se concentrer sur les vrais sujets derrière? Je n'oppose pas les deux, mais je trouve que c'est intéressant de se questionner et je pense que Vincent aura les bons éléments pour ça. Bon, alors je me tourne tout de suite vers vous, Vincent. Arnaud vient de soulever un point. C'est vrai qu'on compare souvent ce qui se passe en France avec ce qui se passe aux États-Unis. Or, les marchés sont effectivement différents. Donc, que nous disent vraiment les chiffres et est-ce qu'on a des données suffisamment récentes aujourd'hui pour pouvoir avoir un peu de recul? Oui, on a des bonnes données fournies par la DRS, par l'INSEE. Alors, il y a vraiment deux choses. Sur les faits, est-ce que c'est une vaguelette, un tsunami? Des questions comme ça. Les faits. Alors, en volume, le nombre de démissions et de ruptures conventionnelles, j'associe les deux, les derniers chiffres de la DARES, au deuxième trimestre 2022, on est à 670 000 à peu près. Donc, c'est beaucoup ça Alors, c'est beaucoup. C'est des chiffres qu'on n'a jamais connus depuis qu'on enregistre les démissions et les ruptures conventionnelles. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, on est un pic. Il y a eu d'autres pics en 2008, juste avant la crise des subprimes, 2001, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Voilà. Donc, mais on n'a jamais connu, en 2008, c'est à peu près 500 000 démissions. Il n'y avait pas de rupture conventionnelle encore à l'époque. Ouais. Donc, on est vraiment sur un chiffre très, très haut. Voilà. On observe aussi une augmentation du nombre de démissions, la pente. Donc, en gros, si on prend 2021, enfin après la crise, on est à plus 12,5 par rapport à 2019, avant crise. Voilà. Donc, c'est important. Et en fait, quand on regarde la courbe des démissions, on voit en fait deux choses. Un aspect conjoncturel,
En fait, il y a eu une baisse des démissions pendant le Covid, on comprend bien. C'est assez logique. C'est assez logique. Donc Ouais. après, en fait, on a repris et l'écart est assez important et tout le monde s'est dit... Oui, mais c'est toujours en fonction de la base de comparaison. Enfin, Tout à fait, voilà. tout à fait. Donc voilà, il y a cet effet-là, mais qui a joué, je pense, dans ce phénomène de grande démission. Après, il y a une hausse tendancielle. On voit la hausse des démissions depuis 2016, notamment avec la reprise du marché du travail. Elle augmente de manière continue. Voilà, donc il y a quelque chose de fort et de significatif. Ceci étant dit, voilà, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, alors en France, on est à peu près à 7,8% d'émissions par rapport à l'ensemble de la population active. Aux États-Unis, on est sur du 33%. Mais ça n'a rien à voir. Voilà, donc c'est pas du tout les mêmes L'écart est- marchés, tout à fait. Mais quelle est la part qui est liée au fait que le marché de l'emploi aujourd'hui est très dynamique et que c'est un peu, j'aime pas employer l'adjectif facile, mais en tout cas plus facile qu'à d'autres périodes de changer de job? Alors, effectivement, expliquer ces démissions, là, c'est le grand enjeu, à trouver les solutions aussi, mais il y a vraiment, on va dire, deux grandes explications. La première, très clairement, c'est lié à l'amélioration du marché du travail. Donc, quand on regarde les courbes, vraiment, elles sont corrélées. Hein. Donc, il y a la hausse des embauches en CDI, la hausse des démissions, vraiment, c'est deux courbes qui suivent. Donc, tout simplement, les gens démissionnent plus parce que c'est plus facile de retrouver un emploi. Ça, c'est clair. Et c'est un élément important. Après, c'est pas l'explication suffisante. Parce que, d'abord, qui est-ce qui démissionne? Si c'est, quand vous êtes employeur, si c'est vos meilleurs salariés, c'est pas la même chose que si c'est les moins performants. Quand on démissionne, c'est pas la même chose si on démissionne, ok, parce qu'il y a plus d'offres disponibles, mais c'est peut-être aussi parce que on n'en peut plus de son management, on n'en peut plus de rester dans son emploi parce qu'on ne peut pas travailler comme on le veut. Ouais. Ce n'est pas du tout la même chose parce qu'il y a une opportunité intéressante à l'extérieur. Vous voyez? Donc il faut aller creuser derrière avec des enquêtes aussi plus qualitatives, parce que ça, les données de l'INSEE ou de la DARES ne le disent pas. Ce qu'on a fait, entre autres. Alors, quand vous allez creuser derrière, quelles sont les motivations? Est-ce que c'est des gens qui changent de job ou est-ce qu'on a évoqué grande démission égale grande paresse et donc les gens ne veulent plus travailler? Je caricature, mais... Oui. Alors là, très clairement, non, le message, j'ai un message à passer. C'est pas du tout pour aller élever des chefs dans le Larzac ou ne plus travailler. Non, le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé en France. Et nous, quand on interroge les gens, c'est pour retravailler. Donc très clairement, soit principalement dans le même domaine, il y en a qui changent complètement d'activité, mais la majeure partie, c'est ils retravaillent tout de suite derrière. Ouais. C'est vraiment ça. Donc c'est un peu un mythe, quoi. C'est ce que vous êtes en train de très me clairement, dire. c'est très clairement un mythe. Enfin, dans les données quantitatives, qualitatives, on n'a pas du tout ça. Vous avez creusé l'idée du salariat liquide. J'aimerais bien que vous nous l'expliquiez parce qu'on a du mal avec cette notion qui est, somme toute, assez nouvelle quand même. Oui, alors, comment expliquer cette grande émission? Moi, avec mes collègues à l'EM Normandie, donc on l'explique par l'idée du salariat liquide. Il y a trois axes. Donc d'abord, une accélération du temps au travail. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord une pression au travail qui est de plus en plus forte. Hein. Alors si on prend le temps long, première révolution industrielle, on double la production en 120 ans, deuxième en 60, troisième en 30 ans. Voilà, bon. Alors on a des gains de productivité, c'est bien, mais en tout cas cette pression au travail, elle est très forte, on la ressent et les gens qui démissionnent le soulignent fortement. Je pense que les gens qui nous écoutent doivent aussi le vivre. Donc cette pression, elle est très très forte. L'accélération du temps au travail, c'est aussi les cycles de produits qui se raccourcissent toujours plus, les méthodes de management qui sont très positives, hein, le management agile qu'on enseigne dans nos écoles, mais c'est aussi quoi? On fait des sprints, on fait des scrums, on raccourcit à chaque fois. Et voilà, c'est utile dans certains cas, mais peut-être qu'on est allé trop loin et qu'il faut quand même repenser ça. Ouais. Donc c'est un peu plus usant qu'avant, quoi, en gros. Il y a très clairement, voilà. Donc, et puis il y a eu l'effet Covid. Il y a certains secteurs. Alors, il y a certains secteurs qui ont moins travaillé. On va dire le CHR, hôtellerie et restauration. Donc là, une baisse d'activité très forte. Mais il y en a d'autres, typiquement, évidemment. Mais le CHR est pourtant le quasi un des premiers concernés par la grande démission. Tout à fait. Voilà, commerce, CHR. Là, alors, ils sont concernés parce que les gens, tout simplement, ils ne travaillaient plus pendant un an et demi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les serveurs, les chefs, ils se sont formés dans d'autres domaines. Ils sont devenus brancardiers, etc. Donc là, il y a un problème de gens qui sont tout simplement allés travailler ailleurs, qui ont vu que les conditions n'étaient peut-être pas plus mauvaises que dans l'hôtellerie-restauration. Donc,
Voilà, sur ce secteur spécifique, c'est ça l'enjeu. Après, l'enjeu, par exemple, dans tout ce qui est soins à la personne, hospitalier, là, ils ont explosé, suractivité, même dans les hypermarchés, etc. Enfin, il y a une grosse activité. Donc là, si on leur redemande juste après, retravailler encore plus, voilà, Là, ça marche pas. Il y a un effet c'est trop. Donc, première explication, l'accélération du temps au travail. La deuxième. La deuxième, c'est un rapport plus individualiste au travail et puis une déresponsabilisation. Donc la montée de l'individualisme, c'est alors sur les grandes masses, et on voit la baisse de la syndicalisation, voilà, un rapport plus individualiste au travail. On va même alors... Rosan Vallon parle d'individualisme de singularité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'individualisme, c'est très bien, on est tous égaux, des individus devant la loi, voilà. Mais l'individualisme de singularité, c'est je suis unique, je suis spécial. Voilà. Et donc c'est ça aussi aujourd'hui autour de l'individualisme et dans le monde du travail aussi. Et deuxièmement, vraiment, c'est un effet de déresponsabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens large, c'est dans les grands groupes, par exemple, qui sont les actionnaires. Enfin, je veux dire, le capitalisme d'aujourd'hui, c'est compliqué de savoir qui sont vraiment les actionnaires. Autrefois, voilà... Capitalisme familial, c'était assez simple. Voilà, ouais. Là, on est capable d'identifier. Vous travaillez dans des grands groupes, les actionnaires, ils sont chinois, américains. Enfin, donc, qui sont les personnes responsables? Voilà, il y a vraiment ce sujet-là. Il y a un autre sujet, par exemple, c'est la sous-traitance, qui explose dans plein de domaines. Là, il y a les travaux de Graeber, par exemple, sur bullshit jobs, etc. Bon, bullshit jobs, ça ne veut pas dire que quelqu'un juge que votre emploi est à la con, mais ça veut dire que c'est les gens eux-mêmes qui déclarent que leur emploi est à la con. Et il y a un exemple que j'aime bien chez Graeber, il prend donc dans l'armée allemande, donc a priori ils sont bien organisés, et donc il y a quelqu'un qui travaille dans les bureaux et il doit aller à l'autre bout du couloir. Donc il doit déplacer son ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le service informatique, voilà. C'est sous-traité. Donc c'est quelqu'un à 400 km de là qui gère le problème, qui vient dans le bureau. Il fait 400 km et il le déplace à l'autre bout du bureau à 30 mètres. Donc lui, il estime qu'il a un job à la con avec une conscience écologique très faible et sans utilité réelle. Donc, et en fait, quand on multiplie les sous-traitances, et dans plein de secteurs c'est comme ça, et ben, il y a une déresponsabilisation. Qui est-ce qui fait vraiment le job? Voilà. Donc ça, c'est vraiment le deuxième aspect fort. Et ça contribue à faire démissionner les gens. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien qui sont les responsables, donc on se sent peut-être un peu perdu. Et on estime que la valeur ajoutée de son travail est assez faible. C'est ça, en fait, l'idée derrière. C'est ça. C'est-à-dire, on va faire reporter la responsabilité de la réussite et aussi de l'échec parfois, vraiment sur les premières lignes. Donc c'est une responsabilité qui est un petit peu trop forte. Souvent, des gens disent, voilà, si j'échoue, c'est de ma faute. Mais j'ai pas de soutien managérial, en fait. Parce que ce qu'attendent les gens, c'est du soutien. Donc, ce collectif, en fait. Et là, on perd cette idée de collectif. Est-ce qu'il y a, de la part des salariés, aussi un rapport peut-être plus consumériste au travail? On parle de job hopping fréquemment. Tout à fait. Alors ça, c'est le troisième axe qu'on développe dans le salariat liquide, c'est un rapport consumériste au travail. Et ça, c'est très clair. Donc, les collaborateurs consomment les organisations. Elles ont un rapport beaucoup plus transactionnel et les collaborateurs vont être moins loyaux, ils vont rester moins longtemps si on regarde la durée de seniorité dans les emplois. Voilà. Donc, ils consomment. À l'inverse, les organisations consomment les salariés aussi. Et ça, les collaborateurs l'ont complètement intégré. Deux exemples. Le premier, alors, c'est pas pour critiquer, mais par exemple, les licenciements boursiers. Au-delà du débat de savoir si c'est pertinent ou pas. Aujourd'hui, les collaborateurs ont tout à fait intégré que même s'ils étaient performants, ils faisaient une bonne évaluation annuelle, que l'entreprise était rentable au sens profitable, ils pouvaient quand même se faire licencier parce qu'elle n'était pas assez rentable, etc. Donc, voilà, la loyauté diminue un peu. Et puis, un autre aspect que je voudrais souligner, c'est tout ce qui est autour du marketing RH. Alors, qui est très positif. Moi, je l'enseigne à mes étudiants, etc., développer la marque employeur. Mais c'est aussi, fondamentalement, c'est traiter le salarié comme un client, développer l'expérience collaborateur. Alors, ça peut être positif, mais si on va trop loin, c'est un rapport consumériste. On renforce ce rapport consumériste au travail. Et le marketing RH, on en parlera peut-être avec Arnaud, mais c'est, voilà, il faut d'abord travailler sur le travail, les conditions de travail, le sens du travail, et après on le vend, on le market. Mais il ne faut pas marketer d'abord et réfléchir après sur le sens du travail. Quelles solutions elles ont les entreprises face à ça? Parce qu'effectivement, je comprends bien que l'enjeu est multiple, et comment on adresse tous ces enjeux en même temps? Il y a beaucoup de pistes de réflexion. Alors, nous, autour de ces trois axes, je pense qu'il faut vraiment repenser le temps au travail.
Le temps au travail, ça va être, nous, les retours qu'on a vraiment sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée est extrêmement important. Et alors, je sais pas, moi, on a interviewé des chefs qui me disaient oui, je comprends pas aujourd'hui dans les restaurants, si on veut recruter un serveur, un chef, il me demande 2 jours de repos consécutifs. J'ai jamais vu ça. Moi, quand j'étais jeune, c'était pas comme ça. Mais on voit aussi chez les banquiers, les banquiers dans les grands groupes. Je comprends pas. Les jeunes, à 17h, il y en a qui veulent sortir pour aller au sport. Tout le monde est désengagé. Je comprends pas. Les jeunes veulent plus travailler. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que la société a changé. Donc, il y a des exigences qui sont différentes. Sur l'engagement, on voit, on n'a jamais autant travaillé collectivement, hommes et femmes, dans les données. Le taux d'emploi, le taux d'activité est fort. Et puis sur le rapport au travail, c'est quoi mesurer le temps de travail? On n'est plus à l'usine, on pointe, on rentre, on sort. Enfin, je veux dire, et les collaborateurs, ils travaillent le soir sur leur ordinateur parce que les nouvelles technologies le permettent. Le groupe WhatsApp avec des collègues qui sont amis, le week-end, on connaît tous ça. Même s'il y a des politiques RH, on ne vous dit de pas travailler le week-end, etc. La réalité du terrain, c'est les gens sont très engagés, ils travaillent beaucoup, voilà. Par contre, ils ont quand même des attentes différentes. C'est-à-dire que aussi, avec la féminisation des emplois, qui est évidemment très positive, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes peuvent un petit peu plus s'engager. On n'est pas encore à la maison. À la maison, voilà. On n'est pas encore au bout du sujet. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut plus de flexibilité. C'est-à-dire qu'amener les enfants le matin, les chercher, voilà. Et après, on travaille le soir chez soi. Il y a vraiment ce besoin-là. Et à tous les niveaux, des cadres, mais même des non-cadres. Dans la grande distribution, on a interrogé des employés dans les mises en rayon, etc. Mais ils expliquaient, moi, si j'arrive 5 minutes en retard, je me fais engueuler, micromanagement, comment c'est possible, tu arrives 5 minutes en retard, pas la personne couvre le magasin, juste pour des problèmes de transport, etc. Et puis si je pars une demi-heure plus tard, on me dit rien, on me dit pas merci. Vous voyez? Donc ça c'est un problème et les gens ont besoin de plus de flexibilité parce que la société change, les impératifs changent. Et ça, c'est un vrai enjeu. On pourrait parler du télétravail aussi, sur le temps. Après, sur le management, on pourrait aussi, il y a un management qui a changé. Mais en fait, vous êtes en train de me dire qu'il faut revoir complètement l'organisation des entreprises et l'organisation du travail en entreprise, en fait. Alors, oui, je pense, il faut retravailler en profondeur. Alors, on peut voir cette crise, en fait, si on prend un peu de recul aussi, il y a un peu un changement de paradigme au sens où on est passé d'un client roi à peut-être un salarié roi. Alors, il va falloir faire attention avec ça, mais c'est peut-être aussi une opportunité. Ouais. Très clairement, si on prend les restaurateurs, qui ont vécu la grande démission de manière encore plus aiguë. Il y a des restaurateurs, tout simplement, ils arrêtent de travailler le samedi soir, qui était traditionnellement une grosse activité, pour permettre à leurs salariés d'avoir des week-ends un peu plus normaux. Ils terminent le service, au lieu de le terminer à 1h, 2h, à minuit. Donc, et les clients, en fait, on s'aperçoit que ces entreprises sont tout aussi rentables, voilà, parce qu'il y a des coûts un peu moindres. Les clients, en fait, le comprennent. Et donc, ils s'habituent, ils ajustent leur organisation, leurs habitudes. Et voilà. Et donc, on est aussi là dans des choses beaucoup plus vertueuses. Alors, toujours avec une rationalité économique. Et les collaborateurs le comprennent très bien. Mais vous voyez, donc on a des solutions comme ça. Il y a des exemples, il y en a beaucoup aussi chez les coiffeurs qui ont arrêté de travailler le samedi, par exemple. Enfin, certains, pas tous. Pourquoi ? Le samedi, l'activité principale. Mais en fait, les gens sont en télétravail. Donc, ils vont chez le coiffeur en semaine. Enfin, c'est des exemples. Il y en a aussi dans la banque, etc. De repenser autour de l'activité. Quand est-ce qu'on a vraiment besoin de vous? On dialogue ensemble. Quels sont vos besoins aussi, vos contraintes? Voilà. Arnaud, en écoutant Vincent, je me dis que les changements sont quand même effectivement assez profonds et qu'effectivement, le marketing RH ne suffira pas. Ou alors, certains vont peut-être avoir tendance à le pousser trop loin, comme le sous-entendait Vincent tout à l'heure. Oui, mais il y aura un effet boomerang. C'est-à-dire que quand le delta il devient trop grand entre ce qui est présenté et ce qui est vécu, aujourd'hui, il faut 3 mois pour se rendre compte. Et des nouveaux embauchés, en fait, claqueront la porte assez rapidement, puisqu'ils sont partis pour les mêmes raisons de l'entreprise précédente. Ouais. Donc, je pense que pour appréhender ces sujets-là, il faut bien avoir conscience
de l'état du positionnement de l'entreprise aujourd'hui. Elle est entre deux extrêmes. D'un côté, une complexité grandissante du monde qui entoure l'entreprise, de l'entreprise elle-même. Une rapidité qui devient quelque chose de surhumain, c'est-à-dire très difficile à appréhender pour une humanité. On a une complexité qui est grandissante avec tout ça, qui fait que en fait, même parfois certains dirigeants ne comprennent pas comment leur organisation fonctionne en elle-même, ça devient hyper complexe. Ils ont un horizon de temps qui est à 2 ans, enfin bref, on ne peut plus piloter vraiment une entreprise de la même manière. Donc on a ce contexte-là, et puis derrière, on a des collaborateurs qui, eux, sont terre à terre. Comment est-ce que j'ai pris sur mon temps ? Comment est-ce que j'ai pris sur ma vie et mon travail ? Et comment est-ce que je suis utile et j'ai de l'impact ? Et à cette échelle-là, le collaborateur, il est dans le même contexte que l'entreprise, hein. La guerre en Ukraine, le climat, le truc, le machin, enfin, on a prise sur rien. Je veux dire, une fois qu'on a trié ces déchets, qu'on a fait attention au chauffage et à l'eau, on n'a pas de prise sur ce qui est en train de se passer. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça remet le travail au cœur du débat et l'utilité sociale du travail. Le travail en lui-même. On arrête de se concentrer sur l'enveloppe du travail, donc du marketing RH. Très bien, tu viens dans ma boîte et je te finance des séances de psy. C'est génial. En fait, tu vas mal, la société va mal, je te finance des séances de psy pour que tu puisses à peu près faire ton travail. C'est quand même lunaire. Donc comment est-ce qu'on se concentre sur l'utilité sociale du travail ? Et il y a des psychologues qui se penchent sur la question en disant, en fait, aujourd'hui, le travail, quand on est dans l'action, ça permet d'activer la pensée. Et ça permet de développer le lien social, qui sont les deux besoins qu'on a dans notre société. Oui, mais si on met tout le monde en télétravail et que l'autre moitié est en grande démission, il n'y a plus ce lien là. Et c'est justement ça où l'entreprise est dans une position qui est hyper complexe. Alors, je n'ai pas la solution, mais ce que je veux dire, c'est pour comprendre ce qui se passe, c'est que l'entreprise, elle a un point d'équilibre entre les deux. Entre ces deux extrêmes-là, le terre-à-terre, collaborateur et la complexité qu'il y a au-dessus d'elle-même. Et donc, elle va devoir travailler à penser un modèle équilibré, qui ne va ni trop dans un sens, c'est-à-dire je lâche tout sur la complexité et en fait je ne me préoccupe pas de mon organisation et de l'utilité de chacun dans cette organisation, ou à l'inverse de se concentrer trop sur le terre-à-terre, c'est-à-dire prendre tout ce qui vient des collaborateurs en se disant en fait on va essayer de répondre à tout. L'entreprise, elle va devoir poser des choix et là, ça nécessitera un vrai courage. On voit certaines entreprises qui commencent à le faire et qui expliquent pourquoi en fait le télétravail, la récré va être finie. Mais c'est pas juste une question de le télétravail, c'est pas du vrai travail et tous les stéréotypes qu'on peut entendre. C'est aujourd'hui, en fait, c'est ni bon pour l'entreprise, ni bon pour la société et ni bon pour vous. Moi, je préfère me concentrer sur le travail et dire on a besoin de collectif, j'ai besoin que vous veniez au travail parce que c'est ce qui fait aussi que vous serez dans l'action et en capacité de faire à condition qu'on vous en donne les moyens, plutôt que de vous payer des séances de psy en ne touchant à rien là-dessus et en vous disant t'inquiète, ça va rester comme ça. Merci beaucoup Arnaud de Malocène, directeur du développement de The Boson Project, et Vincent Meyer, enseignant-chercheur à l'EM Normandie. Et on poursuit cette émission avec Alexis Delapalme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe Edmond Rothschild Héritage, marque qui réunit les activités art de vivre détenues par le groupe Edmond Rothschild. Mais en fait, art de vivre, c'est assez large. Est-ce que vous pouvez me parler plus en détail de ces activités ? Bien sûr, bien sûr. Donc le groupe Edmond Rothschild Héritage est composé de 3 piliers majeurs. Donc on a un pilier viticole, on a un pilier qu'on appelle chez nous hospitality, donc tout ce qui est lié à l'hôtellerie et la restauration, et un troisième pôle que nous appelons nature, qui regroupe donc nos activités fermières, agriculture, fromagerie et pépinière. Alors les activités viticoles, elles sont réparties sur 7 sites à travers le monde, puisqu'on a la chance d'être présent quasiment sur l'ensemble des continents. Ça va de l'Argentine en passant par l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Espagne et bien entendu la France. Et pour le pôle hospitality, c'est un pôle qui est très orienté donc à Megève, qui est historiquement un pôle important chez nous, puisqu'il a été créé par la baronne Noémie de Rothschild en 1920. Oui. Et c'est un pôle où nous avons, entre 2015 et 2017, d'ailleurs, construit le très beau Four Seasons de Megève. Et historiquement, nous avons l'hôtel, les chalets du Mont d'Arbois, aussi gérés par Four Seasons, et nous avons 5 restaurants de montagne là-bas. Et donc le troisième pôle, c'est le pôle qui regroupe donc principalement l'agriculture et ce qu'on appelle chez nous la compagnie fermière, donc qui fait ce fameux brie truffé, le seul brie fermier de France. On pourra en parler un peu plus tard si vous voulez. Et également donc des activités de pépinière entre Lyon et Valence. Voilà. Donc ça c'est un peu cet univers effectivement qu'on appelle lifestyle. Je préfère dire art de vivre. Je trouve ça plus joli. C'est plus joli. Et c'est un nom qui a évolué aussi. C'est intéressant parce que c'est un nom qui a évolué parce qu'historiquement cette société s'appelait la SFHM, la Société française des hôtels de montagne, parce que historiquement
ça a commencé uniquement avec Megève, d'où le nom Société française d'hôtels de montagne. Mais évidemment, le nom Edmond Rothschild Héritage était une manière de regrouper l'ensemble de ces activités et surtout de faire comprendre à nos clients ce qu'étaient nos activités. Mais justement, elles ont l'air assez diverses et effectivement, entre l'hôtellerie et la pépinière, Oui. quel est le lien ? Comment est-ce que vous donnez une cohérence à tout ça en fait ? C'est une très bonne question. Il y a un fil conducteur chez nous qui est qui est absolument présent partout. C'est tout ce qui est lié à la notion d'excellence. Donc on est, en gros, tout ce que nous faisons. Donc quand vous faites des sujets, des arbres avec des pépinières, il faut que ce soit les plus beaux arbres. Quand vous décidez de faire un brie truffé, il faut que ce soit le meilleur brie truffé possible, imaginable. Et c'est le cas puisque le lait est issu de nos vaches. On n'achète pas le lait à l'extérieur. Donc déjà là, vous avez un gage de qualité. Quand vous faites un hôtel, eh bien, vous le faites avec une des meilleures chaînes hôtelières du monde, en tout cas en termes de ce qu'on appelle le luxury approach, c'est Four Seasons. Donc on a quand même ce fil conducteur de l'excellence que vous retrouvez dans l'ensemble de nos activités. Idem pour le vin d'ailleurs. Et c'est ce qui prédispose chacun de vos investissements aujourd'hui, c'est le critère d'excellence ? Alors, ça fait partie, c'est un des critères principaux, effectivement, l'excellence. On ne cherche pas forcément, en termes d'investissement, quelque chose qui est gros, ou violent, ou très visible, forcément. Ce que nous recherchons, c'est avant tout la qualité. Et quelque chose, il vaut mieux aller sur un endroit aussi où nous pouvons être plus dans un esprit entrepreneurial. Exactement comme a fait le baron Edmond Rothschild quand en 1973 il a acheté Clark. C'était rien du tout. Il est parti de quelque chose qui était dans un état moyen pour en faire quelque chose qui est vraiment formidable maintenant. C'est pareil. Pour le fromage, nous avions déjà la ferme des 30 arpents. Ouais. La ferme des 30 arpents n'avait pas de fromagerie. On a décidé, avec un esprit entrepreneurial, donc, de construire et enfin c'est le baron Edmond qui a décidé de faire cette ferme des 30 arpents et de créer le fromage. Donc on est plus dans un esprit, on n'achète pas des entreprises, si vous voulez, qui sont clés en main. On aime aller sur quelque chose que l'on peut améliorer. La dernière acquisition très récente dont on peut parler, parce qu'elle a vraiment 3 semaines, on vient de faire une acquisition en Nouvelle-Zélande, où nous sommes déjà présents dans le nord de l'île du Sud, avec le Rimaper. Là, on a fait une acquisition dans le sud de l'île du Sud, à Central Otago. Central Otago, c'est probablement la région où vous trouvez les meilleurs pinots noirs du monde, que certains spécialistes considèrent être à un niveau équivalent que les plus grands Bourgognes français. Typiquement, là, on achète donc 50 hectares de terre, donc 35 hectares plantés. Vous arrivez dans un endroit comme celui-ci, évidemment, nous avons travaillé sur l'amélioration de l'outil de production, parce qu'on réalise que l'outil de production qui est là était pas mal, mais je sais qu'on va pouvoir l'améliorer. Il y a probablement des parcelles que nous allons arracher pour replanter, pour améliorer encore la qualité du vin. Donc on est dans une démarche en fait qui est assez soft quelque part. C'est toujours essayer d'améliorer ce que on a la chance de pouvoir avoir dans nos activités. Justement, vous parliez d'excellence et quand on pense Edmond Rothschild, on pense forcément excellence française. Et là, vous me parlez de la Nouvelle-Zélande. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction ? Non. Je vous dis non, mais non. Pour une raison je fais l'avocat du diable. Bien sûr, mais pourquoi ? Parce que l'excellence à la française ou l'art de vivre à la française, il a toujours été mondial. L'art de vivre à la française ou l'excellence à la française, vous la retrouvez dans l'hôtellerie, vous la retrouvez dans le vin, et vous la retrouvez dans le monde entier. C'est une manière d'être, c'est une manière de travailler, c'est une manière de ressentir, c'est une manière de présenter. Et c'est pas du tout incompatible. Je veux dire, ça marche très très bien en Nouvelle-Zélande, ça marche très bien en Afrique du Sud, et ça marche très bien en Argentine. On va revenir sur vos hôtels, d'ailleurs, je devrais dire, à Megève. Vous-même, vous avez un passé chez Accor, vous êtes dans l'hôtellerie depuis très longtemps. Quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur l'hôtellerie post-Covid ? Comment elle se dessine aujourd'hui ? Alors, l'hôtellerie post-Covid est vraiment compliquée. Je garde évidemment, bien entendu, j'ai des références avec les hôtels que nous possédons, que ce soit à Megève ou encore au Palazzo de Samaniego dans la Rioja. On a un vrai problème post-Covid qui est lié d'abord à un changement de mentalité en ce qui concerne la population qui travaille dans ces hôtels. Ouais. Donc, on a un énorme problème de recrutement. Et je ne parle pas que de... Même dans des hôtelleries de grand luxe. D'accord. Que ce soit du 5 étoiles ou du 4 étoiles ou du 3 étoiles. Maintenant, trouver
du personnel, un, qualifié, mais deux, qui a envie de faire ce métier, ça devient très difficile. On arrive en plus dans l'hôtellerie, évidemment, on est affecté, et ça, je suis très content de pouvoir l'exprimer ce soir, c'est maintenant avec vous, c'est toute la problématique de l'énergie. Absolument. Ouais. Quand vous avez des coûts d'énergie qui prennent 40 ou 50%, vous pouvez imaginer que sur le compte de perte et profit d'un hôtel, ça devient mathématiquement intenable. Alors on est toujours un petit peu dans l'attente de savoir ce que le gouvernement va faire pour essayer de nous accompagner, comme d'ailleurs il l'a très bien fait avec les PGE pendant le Covid. Mais le sujet de l'énergie, c'est un problème. Voilà. Et ça, c'est un sujet post-Covid, puisque c'est arrivé en gros après le Covid et en alignement avec la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, est-ce que votre positionnement luxe vous permet de répercuter la hausse des prix de l'énergie dans les prix que vous affichez à vos clients ? Alors, ce serait un petit peu simple. Hein. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez le faire, mais d'une mesure... il faut que ça soit raisonnable, voire très raisonnable. Il faut bien comprendre une chose, les clients ne sont pas des imbéciles. Si votre plaque de beurre fait x3, ça ne va pas fonctionner. Si votre chambre d'hôtel qui vaut 1500 balles ou 1600 balles, parce que c'est le prix d'un Four Seasons et vous la passez à 2500 balles, ils sont pas idiots les gens. Hein. Donc il faut respecter aussi le client, parce que c'est pas une vache à lait. Hein. Donc le respect des clients fait partie, à mon avis, des choses qui ne sont pas suffisamment faites, en tout cas pas par suffisamment, je pense, parfois d'hôteliers. Il y a certains hôteliers qui disent « n'hésitez pas à augmenter les prix, doublez vos prix ». Nous, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Alors, c'est vrai que nos prix sont déjà hauts. Quand vous allez dans un Four Seasons en pleine saison, c'est très cher, il faut l'admettre. Vous parlez de saison, j'ai vu qu'il y avait des stations de ski qui commençaient à décaler leur ouverture. Est-ce que tout ça vous affecte ? J'imagine que oui. Et deuxième question, de quelle façon est-ce que la guerre en Ukraine et éventuellement l'absence d'une clientèle russe vous affecte également ? Alors, c'est une bonne question. Dans l'hôtellerie, effectivement, vous avez deux types d'hôtellerie. Vous avez une hôtellerie effectivement, qui est ce qu'on appelle corporate, donc qui est une hôtellerie qui marche en gros de janvier à décembre. Et effectivement, vous avez une hôtellerie qui est extrêmement liée à la saisonnalité, qui rejoint d'ailleurs le problème, entre autres, de post-Covid du personnel. Je m'explique. Quand vous avez des hôtels qui sont saisonniers, comme le nôtre par exemple, qui sont ouverts du 15 décembre au 15 mars, fin mars, et que vous refermez votre hôtel avril, mai jusqu'au 15 juin, et que vous rouvrez votre hôtel du 15 juin à peu près au 15 septembre, vous êtes obligé chaque fois de retrouver deux nouveaux saisonniers qui ne sont pas forcément les mêmes entre les saisons. Donc vous avez raison. Il faut travailler sur le rallongement de la saisonnalité. Ce que nous pouvons faire, alors pas sur la saison d'été, mais plutôt sur la saison. La fin de saison d'été, en réalité, on peut essayer de la tirer. C'est-à-dire que vous tirez votre 15 septembre, et c'est ce qu'on a fait cette année. Donc, je suis très content que vous posiez la question, parce que cette année, nous avons ouvert la Toussaint. Et donc, si j'en juge par votre sourire, ça a été une bonne chose. Oui, ça a été une bonne chose. Alors, je vais être très franc avec vous, avec des prix moyens qui ne sont pas ceux, évidemment, de l'hiver, hein, entre le 15 décembre et le 15 janvier, qui ont des prix très élevés. Néanmoins, il y a une appétence de clients, entre autres des Suisses, de Genève, qui sont venus pas mal, et aussi des Lyonnais, d'ailleurs, puisque c'est pas très loin de Megève, et qui sont venus passer 4-5 jours se reposer au Four Seasons de Megève. Parce que finalement, vous pouvez aussi parfaitement trouver, et ça c'est très important, parce que il est nécessaire de trouver en réalité les déclencheurs qui font qu'un client va dans un hôtel. Ça ne peut pas être que la neige et le ski. Donc là, vous avez un spa qui fait 1000 m², qui est le plus grand d'ailleurs spa des Alpes françaises. Là, vous pouvez faire un petit peu de cocooning pendant 3 jours, vous pouvez faire une balade dans la montagne, vous pouvez faire un petit tour en avion dans la montagne aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, même dans une période qui ne semble pas être à première vue la meilleure. Octobre, c'est pas toujours octobre-novembre dans une station de sport d'hiver, il n'y a pas de neige, ça peut sembler un peu triste, et pourtant ça a bien fonctionné. Donc on va le refaire, et surtout ça va permettre de stabiliser un petit peu les saisonniers, donc qui partiront peut-être en vacances 15-20 jours et qui réenclencheront sur mi-décembre. Je voudrais vous interroger sur le nom de votre groupe, parce que je m'intéresse toujours beaucoup à la sémantique, et c'est vrai que dans Edmond de Rothschild Héritage, il y a le mot héritage, donc qui dit héritage dit tradition. Comment est-ce que vous dirigez aujourd'hui ce groupe en y mettant quand même une touche de modernité, parce que vous êtes bien forcé d'une façon ou d'une autre? Bien sûr. Alors, le mot héritage, vous avez raison. Alors,
Quand on a décidé de travailler sur le nom, c'est en 2016 qu'on a évolué sur ce nom. Donc déjà, le nom en tant que tel, il est formidable. Et le nom Edmond Rothschild, c'est un nom magique, c'est un visionnaire. Donc on a évidemment repris ce nom-là. Et le mot qui l'accompagne, héritage, a été pensé pour une raison très simple. L'héritage est synonyme de transmission. La transmission chez Edmond Rothschild Héritage et chez Ariane de Rothschild est quelque chose d'essentiel. Ça fait tout à fait et entièrement partie de notre ADN. Je parlais d'excellence tout à l'heure, mais la transmission aussi est un élément fort. Voilà. Donc, pour venir à la modernité, on peut s'appeler héritage et parler de transmission et est effectivement moderne. Je m'explique. Lorsque vous continuez à faire votre brie avec une pelle à brie à la main, rien ne vous empêche néanmoins à côté d'avoir des robots de traite. On a quand même près de 350 vaches. Écoutez, les robots de traite, c'est certainement moderne, mais ça a fait un bien fou à nos vaches. Dans le sens que c'est elles qui décident quand elles vont se faire traire. Elles sont beaucoup plus relaxes. Et en conclusion, comme elles sont beaucoup plus relaxes, elles produisent un peu plus de lait. Et donc, nous, on produit un peu plus de fromage. Oui, c'est plus moderne, mais elles sont beaucoup plus contentes. Et à côté de ça, le plus important, parce que la vache, c'est très bien, mais le plus important, c'est nos équipes. Parce que il est essentiel de penser aussi à la pénibilité. Ce sont des boulots difficiles. Ouais. Quand vous êtes dans les vignes et vous vous levez à 5 heures du mat, ou que vous vous levez à 4h30 pour la fromagerie, c'est pas des boulots, c'est difficile. Donc il faut aussi penser, et pour moi c'est absolument essentiel de penser à cet aspect social des choses. On ne peut pas diriger une entreprise en pensant uniquement profit. Je veux dire, non, ce n'est absolument pas envisageable. Ça ne marche plus comme ça de toute façon. Je veux dire, vous devez intégrer le respect des équipes, et ça peut sembler un peu bateau, mais tout le monde ne le fait pas. Nous, ça fait partie des choses qui sont importantes parce que, à la fin, vous voyez bien qu'en les accompagnant, ils bossent mieux, ils sont plus heureux, et tout fonctionne mieux. Et vous êtes surtout dans une ambiance de travail qui est quelque part, que je pourrais appeler agréable. Merci beaucoup, Alexis de la Palme. Je rappelle que vous êtes président du directoire du groupe Edmond Rothschild Héritage. Et je reçois maintenant Jean-Luc Chétry, directeur général de l'Union des marques. Bonjour. Bonjour. Vous représentez 1600 marques, ce qu'on appelle globalement des annonceurs. Moi, je voulais savoir d'abord, Jean-Luc, comment est-ce que vous qualifieriez cette fin d'année là ? Dans quel environnement est-ce qu'ils évoluent, les annonceurs, aujourd'hui ? C'est un environnement très particulier. Il n'est pas facile à qualifier parce que finalement, on a un grand écart entre certains secteurs qui vont extrêmement bien, comme le secteur du luxe, et certains secteurs qui commencent à vraiment subir les conséquences des difficultés à la fois énergétiques, donc le coût de l'énergie, et puis le coût des matières premières, et donc par exemple la grande consommation est en train de connaître un ralentissement extrêmement fort. Donc l'ensemble, quand vous regardez l'ensemble, vous avez une économie, puisqu'au fond, à travers l'Union des marques, on a tous les secteurs de l'économie. Vous avez une économie qui continue à croître, mais qui est en train de ralentir très fort. Et la question, c'est que va-t-il se passer en 2023 ? Bien sûr. Et là, il est très difficile de faire un pronostic. Je ne vais pas... vous n'allez pas vous y risquer. Je ne vais pas m'y risquer. Je pense qu'on est dans un monde... On a toujours été, depuis quelques années maintenant, avec les différentes crises sanitaires, sociales, économiques et énergétiques, dans un environnement qui est imprévisible, qui est volatile. Et on va continuer à œuvrer dans cet univers-là. Alors, dans un univers comme celui-là, il faut continuer à construire des marques. Parce qu'au fond, c'est le ciment, c'est le levier qui permet de faire face. Parce que cette crise il y a en termes de... Est-ce qu'on ira jusqu'à une récession ? On ne l'espère pas. Mais elle sera de toutes les façons très cyclique et on l'espère le plus court possible. Et donc, il faudra se construire. Il faudra continuer à construire des marques pour faire face et rebondir plus fort quand la reprise va revenir. Elle reviendra. Avant qu'on se projette un petit peu sur ce qui est en train de changer sur le marché, on a quand même une année 2022 qui a été assez pleine de surprises. On a eu notamment la fusion ratée entre TF1 et M6. Vous-même, vous étiez contre. Pourtant... Non, je vous reprends, je n'ai pas été contre la fusion TF1-M6. Ce qu'on a dit à l'autorité de la concurrence, c'est qu'il fallait s'assurer que, justement, le marché reste concurrentiel.
Elle a décidé, c'est l'autorité de la concurrence qui a décidé de garder les marchés tels qu'ils étaient. Et ce faisant, ça a rendu impossible la fusion. Mais en revanche, l'Union des marques, on a toujours été sensible à l'idée qu'il fallait que les acteurs de la télévision, quels qu'ils soient, puissent avoir les mêmes armes. Et on va parler des plateformes. Et les mêmes armes que les plateformes pour pouvoir se développer. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Concentrons-nous sur ce sujet. L'autorité de la concurrence vient de trancher. Peut-être qu'elle changera d'avis dans quelques années. Mais pour l'instant, elle a tranché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le focus doit être comment faire face au développement des plateformes et ne pas détruire l'outil français de l'audiovisuel. Alors justement, avec quelles règles elles jouent aujourd'hui les plateformes? Parce qu'on a vu Netflix se lancer sur ce marché de la publicité, là, il y a tout juste quelques jours. Oui. J'imagine bien qu'elle ne joue pas avec les mêmes règles que la télévision. Oh, elle ne joue pas avec les mêmes règles. Si, les règles sont les mêmes. Thierry Breton rappelait à Elon Musk que l'oiseau Twitter devra voler selon les règles de l'Union européenne, sinon il ne volera pas. C'est la même chose pour Netflix. Netflix doit voler selon les règles de l'ARCOM, les règles de l'ARP, de l'autorité de régulation de la publicité, oui. Les règles de la mesure par médiamétrie. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Ne volera pas. Pardon ? C'est pas le cas aujourd'hui. Netflix n'est pas mesuré par médiamétrie. Pas encore. L'offre vient juste de se développer. Et au moment où on se parle, Médiamétrie discute avec Netflix. En l'occurrence, c'est un peu complexe, mais Netflix n'opère pas directement la dimension publicitaire de l'offre qu'ils viennent de créer. C'est Xandr, donc filiale de Microsoft, qui opère cette offre publicitaire. Et c'est donc Xandr qui discute avec Médiamétrie pour faire mesurer. Et j'ai rencontré les équipes de Netflix en France, j'ai rencontré les équipes de Xandr il y a encore quelques jours. Et elles ont toutes les deux montré une très bonne volonté en disant nous voulons appliquer les règles qui s'appliquent à ce pays. Nous ne voulons pas faire des offres qui soient opaques, nous voulons les faire mesurer parce que nous voulons construire dans la durée. Et donc, on les prend au pied de la lettre et on a hâte de voir en effet ces différentes mesures venir être contrôlées. Parce que, en gros, mais ce n'est pas les premiers, ce n'est pas les seuls. Google était dans un monde de l'automesure. Aujourd'hui, Google, pour ce qui est de l'offre vidéo, accepte d'être mesuré par médiamétrie. On a déjà ça pour YouTube. Il faut que Prime Video, parce qu'on parle beaucoup de Netflix, mais Prime Video, c'est beaucoup plus important aujourd'hui que Netflix dans le monde de la publicité, en tout cas. Parce qu'eux, ils ont déjà une offre publicitaire. Ils ont une offre publicitaire. Amazon est un très grand acteur du marché de la publicité. On parle de plusieurs dizaines de milliards. Là où Netflix, aujourd'hui, si on doit parler d'1 million au niveau mondial, c'est bien le maximum du chiffre d'affaires au moment où on se parle. Oui. Peut-être que d'ici 1, 2, 3 ans, 5, 10 ans, ils représenteront plus. Mais pour l'instant, ça n'est rien. Et donc, Amazon est encore un acteur, et Prime Video, par exemple, qui diffuse les matchs de football, n'est pas mesuré par médiamétrie au moment où on se parle. Eh bien, ça doit cesser. Il faut que Prime Video soit mesuré de la même façon que Canal+ est mesuré. Et donc, quand la Ligue de football regarde l'audience des matchs, eh bien, elle doit avoir des éléments qui sont indépendants, mesurés par un tiers de confiance. Et il reste du chemin, là. Comment est-ce que vous appréhendez cette arrivée de la publicité sur les plateformes en tant que représentant de l'Union des marques? Est-ce que vous dites c'est super pour mes adhérents, ça va faire des opportunités de communication différentes, on ne sera pas forcément contraint par une régie super puissante ou une autre? Bon, je crois que ça va au-delà des sujets de concurrence et de mise en concurrence des régies. C'est un sujet plus fondamental. C'est qu'au fond, on redonne l'accès à des publics qui avaient décidé de ne plus voir de publicité. L'offre de Netflix, c'était le meilleur des contenus sans la publicité. C'était sa promesse initiale. C'est vrai. C'est un retour en arrière. Enfin, Red Hastings présente ça comme une grande évolution, mais au fond, par rapport à la promesse initiale, c'est quand même un grand retournement sur soi-même. C'est bien, tant mieux. Ils ont reconnu que finalement, la publicité, et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, on redonne au public l'idée que la publicité, ça aide à ce que des contenus puissent être moins chers, voire même gratuits. La télévision, elle est gratuite dans beaucoup de chaînes en France parce que la publicité la finance. Donc ça, c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est ce que vous disiez, c'est que les marques, eh bien, elles se trouvent maintenant avec une offre complémentaire dans des environnements qui sont premium. C'est des écrans, parce que les séries sont des séries de très grande qualité, les films aussi. Donc on trouve pour des marques de nouveaux environnements dans lesquels elles peuvent communiquer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça restera une bonne nouvelle si ça ne déshabille pas des acteurs qui, eux, financent la mesure, financent la régulation,
comme La création. TF1, M6 et toutes les chaînes voilà, du paysage audiovisuel, et la création, bien sûr, très important. Il faut donc que tout le monde participe de cet écosystème et finance à sa juste part sa contribution à ce qu'on ait un écosystème qui soit compétitif. Nous, on a parlé de TF1, M6, on est attentif à la concurrence entre les chaînes, mais on est attentif à la concurrence aussi avec ces plateformes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le secteur de la publicité à la télé est trop réglementé et qu'il faudrait peut-être donner accès aujourd'hui à certains secteurs ? Non, je ne crois pas que ça soit trop réglementé. La réglementation, on n'est pas contre à l'Union des marques quand ça fixe un cadre. On y participe, on y contribue, on fait évoluer. On a l'autorégulation. L'autorégulation, c'est l'autorégulation de la publicité. Moi, je suis le vice-président de l'autorité de régulation de la publicité. Et donc, à ce titre, je crois aux valeurs de l'autorégulation. C'est-à-dire qu'on se fixe des règles plus dures que la régulation. Que le législateur. C'est vrai pour l'alimentaire, par exemple. Si vous comparez des publicités en France sur des produits alimentaires et vous comparez ces publicités aux États-Unis, vous verrez un énorme écart. On ne diffuse pas en France on ne fait pas une publicité avec quelqu'un qui mange devant son écran. Donc tout ce qui est consommation sédentaire, on ne le montre pas dans un écran publicitaire. Donc on s'est fixé un niveau plus élevé que la régulation. Donc oui à la régulation, mais alors si oui à la régulation, la même pour tout le monde. Et là, on a des rendez-vous avec le secrétariat au numérique et avec les différents ministères pour nous assurer que les plateformes ne trouvent pas une façon de jouer sans les règles. Il faut qu'elles jouent avec les mêmes règles que tout le monde. Vous me disiez, je ne vais pas faire de pronostic sur l'année 2023, mais néanmoins, quels sont selon vous les grands chantiers, les grands défis des annonceurs pour l'année à venir ? Bon, le premier grand défi, on l'a un peu évoqué, c'est celui de l'inflation. Et donc, comment est-ce qu'on arrive, et là, ce n'est pas annonceur, c'est comment les entreprises vont réussir à faire face et aider ainsi leurs consommateurs, leurs collaborateurs et leurs consommateurs à faire face. Le deuxième grand défi, c'est celui de la transformation durable. L'urgence climatique ne peut pas être mis entre parenthèses avec la situation que nous connaissons aujourd'hui en Ukraine ou cette situation énergétique. D'ailleurs, au fond, la situation énergétique, c'est peut-être l'opportunité de repenser nos modèles. On va développer comme jamais les énergies renouvelables. Eh bien, nous, d'un point de vue communication, nous devons encourager à construire un univers et un futur qui soit de plus en plus désirable. C'est le rôle de la publicité, finalement, qui a été considéré, qui est très critiqué, parce qu'on considère qu'elle est l'une des causes de la consommation, voire de la surconsommation. Eh bien, à nous de faire la preuve avec les publicitaires, avec les agences, avec les médias, que finalement, le monde de la communication peut être un acteur de cette transformation durable, encourager la sobriété, aider à ce que les Français fassent des choix éclairés et consomment parfois moins, mais mieux. Et ça, la communication a un vrai rôle à jouer. Donc je pense que 2023, ça doit être une année d'accélération des engagements des marques. Et je le sens, hein, c'est plutôt ce que j'entends de mes membres sur les sujets de transformation durable. Merci beaucoup Jean-Luc Chétrit. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Union des marques. Merci. On termine cette émission en compagnie de Catherine Aboninck. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angel, membre du comité d'investissement de WinEquity. Et lundi aura lieu la 4e édition de Windest, un forum de l'investissement au féminin, un événement dont Bismart est partenaire. Moi, je voulais savoir, Catherine, la place des femmes dans l'investissement reste encore assez limitée. Mais dites-moi, les choses sont quand même en train de changer. Oh oui, et c'est vraiment quelque chose que l'on mesure très bien depuis la dernière édition de notre Windeck, qui était en 2020. C'est une des choses qui vraiment nous a frappés, c'est qu'il reste du chemin à parcourir, hein, mais vraiment l'investissement féminin est en mouvement. Vous dites que vous le mesurez. Est-ce que vous avez une idée de proportion dans lesquelles les choses évoluent aujourd'hui ? Nous, on ne peut pas donner de chiffres pour la bonne raison qu'il n'y a pas de chiffres en France. C'est un de nos sujets, on cherche la data sur les investisseurs. Il n'y a pas de chiffres en France ? Non, nulle part. Donc tout ce dont on peut témoigner, c'est la croissance d'organismes qui sont autour de ce thème, dont le premier est Femmes Business Angel, qui existe depuis 20 ans, mais qui a une courbe vraiment exponentielle depuis 3-4 ans. Donc c'est un des premiers points témoins. Et puis on voit également énormément de petites structures qui se sont créées depuis 2-3 ans autour de ce thème.
Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui, on l'a déjà beaucoup dit sur cette antenne, mais on va le répéter, d'impliquer les femmes dans l'investissement de l'économie réelle? Parce qu'il y a un potentiel d'intérêt, de mobilisation des femmes sur le sujet des investissements dits à impact, qui font sens, qui ont vraiment un rôle particulier dans l'économie, le social ou l'environnement, que l'on peut très bien ressentir. Donc ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre blanc qu'on va publier à cette occasion, c'est que si on mobilise cette énergie potentielle des femmes pour en faire plus d'investisseuses, il y aura une croissance formidable dans l'investissement dit à impact. Et donc il y aura un effet positif sur l'ensemble de l'économie française et mondiale. Ça, c'est une analyse que l'on peut faire à travers l'Europe et différents pays. Vous avez un chiffre sur ce que ça peut représenter en termes d'investissement, l'investissement féminin au niveau mondial? Alors, on avance des chiffres que l'on a retrouvés dans des études américaines qui montrent qu'on pourrait mobiliser 3200 milliards d'investissements dans le domaine de l'impact supplémentaires, rien qu'en mobilisant les femmes. Et avec ces 3200 milliards supplémentaires apportés par les femmes, si elles investissaient autant que les hommes, on ne serait pas très très loin d'un objectif qui a été chiffré à 4000 milliards de dollars en 2050 pour arriver à une forme de neutralité carbone de l'économie. Donc on voit que les femmes sont susceptibles d'avoir vraiment un effet levier considérable. Catherine, d'autant que les femmes ont été assez précurseurs sur ces questions d'investissement à impact. C'est quelque chose qui est assez naturel chez les femmes de se diriger plutôt vers ce segment-là en termes d'investissement? Oui, alors c'est un ressenti très fort que l'on a tous. On se dit que les femmes sont en recherche de sens. Nous, chez Femmes Business Angel, comme on existe depuis 20 ans, on a pu porter un regard analytique sur les investissements auxquels on a procédé depuis 10 ans. Et on a pu constater effectivement que sur les 200 investissements qu'on a réalisés au cours de ces années, il y en a près de, chiffre exact, 68 qui peuvent être classés comme investissements, on ne va pas dire à impact pour employer des termes plus précis, mais d'économie durable et responsable. D'accord. Alors c'est dans des secteurs les plus divers. Il y a le secteur de l'environnement, il y a le secteur social, le secteur médical. C'est tout domaine. Mais on a vu cette propension très affirmée de la part des investisseuses depuis 10 ans au sein de Femmes Business Angel. Ouais. Quels sont les freins que vous identifiez aujourd'hui à l'investissement des femmes? Alors, ce sont toujours les mêmes. Ça bouge un peu, mais d'abord, les femmes restent moins riches que les hommes. On a toujours des écarts salariaux de l'ordre de 20%. Vous savez, quand les femmes arrivent à la retraite, c'est de l'ordre de 40%. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les femmes ont tendance à épargner, à avoir une épargne de précaution. Elles savent bien gérer les budgets, mais elles ont toujours une moindre proportion à investir. On dit qu'à peu près 60% des femmes qui épargnent et peut-être 20% qui investissent. Alors pourquoi on dit souvent elles ont moins le goût du risque. Pas tout à fait juste. L'appréhension du risque peut être la même chez les hommes. Mais surtout, on met en avant l'absence de sensibilisation. Pas tant de culture, de compétences financières, mais de sensibilisation et de culture. Voilà. C'est pour ça que nous, on veut qu'on en parle, on en parle. Et c'est comme ça qu'avec Bismart, on fera peut-être bouger encore les lignes dans les années qui viennent. On espère. En tout cas, quelles sont les propositions que vous avez formulées dans ce livre blanc pour que ça bouge encore plus vite? Alors, pour que ça bouge encore plus vite, il faut déjà, pour pouvoir bien parler des choses, il faut donner des données, justement. Il faut pouvoir mesurer. Donc nous, on a renouvelé notre appel au pouvoir public, au ministère de l'économie et des finances, à la Banque de France, pour que enfin on puisse avoir une donnée genrée dans tout ce qui est information sur les sociétés. Les données d'Infogreffe ou pour les petites entreprises ou les grandes sociétés cotées. Aucune de ces entreprises peut facilement indiquer quelle est la proportion des femmes dans son actionnariat. C'est un premier exemple. D'accord. Donc ça, vraiment, des données. Parlons de manière précise des choses. La deuxième, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la sensibilisation et l'éducation financière qui devrait commencer, mais dès le plus jeune âge, à l'école, au lycée. Et ça, autant pour les garçons que les filles. Hein. On veut avoir une approche générale. Je suis assez d'accord avec vous. Ça veut dire que ça doit rentrer dans la mentalité française. Et cet effort sur les jeunes,
je crois que c'est très important parce qu'on voit que la France n'est pas tellement en avance là-dessus. Quand on regarde les potentiels dans les pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, eh bien, on voit beaucoup plus de jeunes femmes prêtes à s'engager dans l'investissement qu'en France, par exemple. Alors ça, c'était notre deuxième point, l'éducation financière. Le troisième, c'est que les pouvoirs publics continuent d'aller dans le sens qu'ils ont bien impulsé grâce à la loi Rixain en décembre 2021, d'inciter un investisseur public comme la BPI, non seulement à féminiser ses comités d'investissement, mais à privilégier des entreprises qui ont des bons critères de mixité et que ces investissements soient fléchés au maximum vers ces entreprises qui font la place aux femmes. Et puis, la quatrième proposition de notre livre blanc, nous disons que les femmes ne devraient pas avoir à choisir entre la garde d'enfants et l'investissement dans l'économie réelle. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, dans notre système fiscal, il y a certes un encouragement à l'investissement dans les jeunes entreprises innovantes, puisqu'on peut opérer une déduction de son impôt sur le revenu, mais il se trouve que cette déduction est dans le même plafond que celui qui est accordé aux emplois à domicile, par exemple. Ah bon? Et comme il est vite atteint, eh bien, entre avoir une nounou ou un jardinier, enfin en tout cas, pour les femmes qui sont nombreuses à avoir des enfants en famille monoparentale, ça peut être un vrai choix. C'est pour ça qu'on a choisi d'avoir ce motto de dire qu'il n'y a pas à choisir entre la garde d'enfants et investir, on doit pouvoir faire les deux. Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Catherine. Catherine Abonin, je rappelle que vous êtes vice-présidente de Femmes Business Angel et que la 4e édition de Windes se tiendra lundi. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur le site de bismart.fr, mais aussi sur toutes vos plateformes de podcast. Dès lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Stéphane Soumier à cette même place. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.